Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr. Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. Choisis pas sa couleur de peau. Encore moins des tourments hétéros. Qui sommes-nous pour juger ce qui est bien ou mal? Dit-on pas que chacun est égal? L'union fait la force. Par exemple, l'affaire Maëlys a été, voilà, ça date de février. Ça a duré 6 mois l'enquête. La disparition. Vous savez que tout a commencé, par exemple, le 26 et 27 août 2017 avec la disparition de Maëlys. Qui a été constaté à 3h du matin dans une soirée de mariage dans la salle des fêtes de Pont de Beauvoisin en Isère, et sa famille l'a cherché durant quand même 1 heure avant d'alerter les gendarmes. Ça, c'était quand même en août. Ensuite, le lendemain, le 28 août, ils ont eu le doute de l'enlèvement. Donc ça, c'est le parquet de Bourgoin qui a ouvert une enquête pour enlèvement, entre guillemets. Ensuite, le 29 août, il y a eu une piste criminelle. Les enquêteurs qui sans exclure les accidents privilégient la thèse criminelle, et ils estiment que Maëlys a pu monter dans une voiture, 3 chiens pisteurs s'étant arrêtés au même endroit du parking de la salle des fêtes. C'est quand même fort. Le 31 août 2017, il y a un nom de Nordal Lelandais qui a été placé en garde à vue. C'est un ancien militaire de 34 ans. Ami du marié d'ailleurs, et qui demeure à Domessin dans la Savoie, et qui a été placé en garde à vue le 31 août dernier. Il a été invité sur le tard au mariage, et il s'est absenté durant la fête et a fait des déclarations incohérentes lors de son interrogatoire comme témoin. Cet intérimaire célibataire admet avoir eu des contacts avec l'enfant, mais rejette tout soupçon. Il a nettoyé sa voiture durant des heures. Et le lendemain du mariage, et d'ailleurs c'était le lendemain du mariage, parce qu'il devait la vendre, et ce que confirme l'acquéreur pressenti selon son avocat. Le 1er septembre, il y a un autre homme qui a été mis en cause. C'est un deuxième homme de 34 ans, ami du premier, qui est placé en garde à vue, mais les 2 hommes sont relâchés dans la soirée. Donc ça a été rapide. Le 3 septembre, Nordal Lelandais a été mis en examen pour enlèvement. Donc alors que des plongeurs de la gendarmerie sondent encore que des plans d'eau, nombreux dans la région, Nordal Lelandais est à nouveau arrêté parce qu'une trace d'ADN de la fillette a été trouvée dans sa voiture. Il a été mis en examen pour enlèvement et incarcéré. Le suspect conteste. Il explique que Maëlys est monté dans sa voiture sur le parking avec un petit garçon pour voir si un chien s'y trouvait, et que tous ont regagné la salle ensuite. Donc son avocat, maître Bernard Méraud, ajoute qu'il s'est absenté durant la soirée, et c'est pour aller chez lui changer son short taché par du vin. Et on continue, on se poursuit. Le 30 novembre, les caméras de surveillance en parlent maintenant. La chambre de l'instruction annule les premiers interrogatoires de Nordal Lelandais en garde à vue car il n'avait pas été filmé, et c'est une obligation en matière criminelle. Le procureur annonce qu'une caméra a enregistré l'image de Maëlys dans la voiture du suspect et l'image de la voiture sans Maëlys sur le chemin du retour, et c'était à l'heure de la disparition. Nordal Lelandais continue à nier, il a été mis en examen pour meurtre. Son avocat, maître Alain Jakubowicz, conteste avec virulence la version du parquet, et il affirme que la silhouette dans la voiture n'était pas Maëlys, laquelle n'aurait disparu que plus tard. Le 18 décembre, le Landais a été suspecté dans la disparition d'un jeune militaire. Donc le Landais est interrogé dans la disparition, il s'appelle Arthur Noyer, en avril 2017 en Chambéry. Les expertises téléphoniques révèlent que les 2 hommes ont voyagé ensemble au moment de la disparition. Il est mis en examen pour assassinat, et son éventuelle implication dans d'autres disparitions non élucidées est depuis étudiée. Et on continue petit à petit jusqu'au dénouement. Le 24 janvier donc dernier en 2018, Nordal Lelandais qui a demandé sa liberté. Donc c'est une demande de remise en liberté et qui a été refusée, et c'est ce qu'a confirmé la cour d'appel le 9 février. Et enfin, est-ce que vous savez ce qui s'est passé le 14 février, à part Saint-Valentin bien sûr? Ils ont retrouvé le corps de Maëlys. Donc le suspect mène les enquêteurs au reste du corps de Maëlys, tout simplement. Donc le suspect est conduit à sa demande sur les lieux de la disparition de Maëlys, et il a avoué avoir déposé le corps de la fillette dans un ravin du massif de la Chartreuse en Savoie, et les chiens ont découvert un crâne d'enfant et un ossement. Voilà le dénouement. Donc c'est bien lui en tout cas qui est... voilà. Quelle horreur. C'est ça. C'est ça. Mais, c'est vrai qu'on se pose des questions, mais qu'est-ce qui pousse les gens à tuer un enfant comme ça? C'est ça, puis aussi barbare quoi, je veux dire. Bon, déjà tuer un enfant ça reste barbare, mais les conditions du meurtre quoi, je veux dire, c'est impressionnant quoi. Non mais c'est vrai que qu'est-ce qui lui a poussé à faire ça? Qu'est-ce que la petite fille lui a fait? C'est ça. Qu'est-ce qui pousse les gens à tuer des enfants comme ça?
Même les violer, on peut dire ça Oui, aussi. bien Hein, sûr. on Je peut pense se qu'après, permettre. Hein. psychologiquement parlant, faut être un petit peu atteint, quoi, je pense. Hein. Un peu. Tu es gentil avec le un peu quand même. Là, c'est pire qu'un peu. Là, c'est carrément, voilà, carrément déraillé dans tout sens des points. Justement, on a fait un débat là-dessus plusieurs fois sur la peine de mort. Est-ce que, franchement, on peut dire oui ou non, est-ce que la peine de mort est méritée à ces personnes? Parce que je crois qu'il a été condamné à vie. Hein, je crois qu'il a pris perpète. Je crois que d'ailleurs comme le meurtrier d'Angélique, je crois. Et qu'est-ce qui mérite ces personnes-là qui tuent les enfants comme ça? Qu'est-ce qui mérite juridiquement parlant? Après, j'aurais tendance à dire œil pour œil, dent pour dent, quoi. Je veux dire, tu tues, on te tue, quoi. C'est radical, quoi. Surtout un enfant, quoi. Voilà. On touche pas à l'innocence. De toute façon, on touche pas à l'innocence, quoi. Je veux dire. Hein. Et puis. Et à but de faiblesse, c'est un enfant qui peut même pas se défendre. C'est ça. Si on peut se permettre. Et puis il y a un enfant avec qui connaissait la victime, puisqu'apparemment c'était un ami du marié, donc la gamine devait le connaître aussi, donc elle est montée en toute confiance, quoi. Hein, donc voilà, quoi. Je sais pas ce qui a poussé cette personne à faire ça, mais et puis ça reste un acte ignoble, hein, de toute façon. Voilà, quoi. Et malheureusement, je pense qu'on n'a pas encore fini d'entendre parler de ces genres d'affaires. D'ailleurs, on a encore une affaire justement, on va faire la transition au pire avec la mort d'Angélique, au pire, qui est récent. Vous l'avez entendu parler de cette histoire hein, D'ailleurs, son enterrement a eu lieu il n'y a pas longtemps. Il y a eu une marche blanche il n'y a pas longtemps. C'était le 1er mai, je crois, si je ne me trompe pas. Ouais. Donc, sachez qu'il y a eu un récit très glaçant des enquêteurs sur cette affaire. Donc, le procureur de la République de Lille a livré lundi dernier, le 30 avril, le récit glaçant du viol et du meurtre d'Angélique qui a eu que 13 ans. Et dont le corps a été retrouvé dimanche dans une commune voisine. Donc au même moment, le suspect devait être présenté à un juge et selon le procureur Thierry Poquet du Haut-Jussé, il exprime beaucoup de regrets. Dans des lettres écrites après son crime et adressées à sa famille, il parle des troubles, de pulsions, de choses de sa vie qui sont en désordre, comme si ça allait excuser. Hein. Donc il a été condamné au départ en 96 pour viol avec arme. Non, pour viol avec arme, imaginez, pour attentat à la pudeur aggravé et pour vol avec violence. Donc l'homme en garde à vue depuis samedi dernier soir était inscrit au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles, donc le FIG. Le FIG, je crois que FIJIS, ça te parle. Il n'était pas soumis à une obligation de soins et c'est ce qu'a précisé le magistrat. Donc depuis, le suspect respecte globalement les obligations de cette inscription au FIG et qui entraîne, c'est-à-dire une présentation tous les ans au service de police et le signalement de ses changements d'adresse. Tous les ans, c'est étonnant quand même. Hein. Je pense après, ça dépend du... Donc il y a une citation qui dit que le fichier a été extrêmement utile pour nous parce qu'il a la particularité d'avoir l'historique des domiciles et donc recherchant sur Vambréchy, on a trouvé cette personne et nous nous sommes rendus compte qu'elle habitait autrefois dans le même immeuble que la petite Angélique. Donc c'est le témoignage d'un petit garçon affirmant qu'elle avait suivi un homme de son propre chef qui a aiguillé les enquêteurs. Le décès d'Angélique qui avait que 13 ans, et vous savez, elle a disparu le 25 avril, c'est mercredi de la semaine d'avant, et elle a été retrouvée morte le dimanche. Et à Quesnoy-sur-Dole, c'est dans le nord. Hein. C'est à quelques kilomètres au nord de l'île, et lié et vous savez comment elle a été tuée? Est-ce que tu savais? Tu n'as pas suivi? J'ai pas tout suivi. Elle a été tuée par asphyxie traumatique. D'accord. Est-ce que tu peux expliquer ce que ça veut dire? Étouffement. Voilà. Lors de la découverte du corps vers 1h45, le corps de la jeune fille était entièrement dévêtu. Le médecin légiste constate un coup sur la tête et des traces de sang. L'autopsie qui vient d'être achevée a confirmé aussi des traces compatibles avec des abus sexuels reconnus par le suspect et le décès aussi lié à une asphyxie traumatique. Donc le suspect a été interpellé samedi dernier. Il avait très rapidement avoué que les faits et emmené les enquêteurs à l'endroit où il avait abandonné le corps de la jeune fille, un chemin forestier de Quesnoy-sur-Dole, une ville voisine de Vambréchy. Donc ce père de deux enfants il est père de deux enfants quand même. Hein. Il est chauffeur de bus chez Transpol, qui est la société de transport public lillois, et il a expliqué aux enquêteurs que lors de son jour de repos mercredi, en l'absence de sa famille en vacances dans le sud, il est passé devant le jardin où jouait la jeune fille, une ancienne voisine qu'il connaît. Il dit qu'il a eu tout simplement envie d'elle et de la ramener chez lui. Il n'a pas eu aucun scrupule de dire ça quand même. Hein. Il dit aussi c'est plus fort que moi, j'étais comme dans un état second.
Donc il a prétexté aussi avoir des objets à lui remettre pour ses parents et qu'il amène chez lui. C'est ce qu'il a dit à la jeune fille. Hein. Il l'a fait parler il l'a fait parler très rapidement et vient à poser des questions de plus en plus intimes. Elle cherche à partir, elle cherche à s'enfuir de toute façon. Et comme il en empêche, elle se met à crier. Tout s'enchaîne ensuite en moins d'un quart d'heure. Donc il la maintient de force, la déshabille, il l'emmène dans les toilettes et s'y enferme à clé avec elle. Comme elle tente de se débattre, il lui donne une gifle qui va lui imposer une fellation et des pénétrations digitales. Il a compté, donc ensuite il prend le pantalon de la jeune fille, qu'il passe autour de son cou et l'étrangle. Et il indique que lorsqu'elle a commencé à se débattre, il a compris qu'il fallait qu'il la tue. Voilà comment ça s'est passé. Donc avant Brochy, donc vous savez que les habitants ont décrit un homme, ils avaient décrit à l'époque un homme normal, serviable et insoupçonnable. Et tout le monde tombe des nues. Voilà, en apprenant cette nouvelle. Et donc, et puis par la suite, il y a eu une marche blanche qui a été organisée mardi dernier avant Brochy. Voilà. Les faits sont. Ça fait mal, ça fait froid dans le dos. Ça vous, qu'est-ce que vous éprouvez hein c'est toujours pareil. C'est voilà le côté psychiatrique quoi. Je veux dire, c'est basculer comme ça, bon, au dire des gens, bon là, le mec insoupçonnable, tranquille, posé, nanani, nana. Enfin voilà, qu'est-ce qui peut se passer dans la tronche, quoi, pour qu'il y ait, voilà, ce genre de. C'est inexplicable, quoi. Tout ça parce qu'il avait envie d'elle. C'est ça. Donc ça explique le meurtre. Parce que sexuellement, il avait envie d'elle, il faut la tuer derrière. C'est complètement con. Parce qu'il a eu peur qu'elle parle aussi après. Non, mais c'est ce que je comprends pas. C'est ce que je comprends pas dans ses explications. Qu'il a envie d'elle sexuellement. Vous savez ce qu'on en pense. C'est ignoble, c'est tout ce que vous voulez. Qu'est-ce qui justifie le meurtre derrière parce qu'elle a voulu s'enfuir. Ça justifie le meurtre, donc ça justifie pour lui de tuer un enfant. Je vois vraiment pas où est l'excuse. Il n'y en a aucune. De toute façon, je crois qu'il a pris perpète. Je crois qu'il a pris perpète aussi. Si j'ai bien vu dans la semaine des infos, c'est perpétuité qu'il a pris. Ouais, je crois qu'il a pris 30 ans. Justement, en parlant de ça, perpétuité, vous savez que maximum en France, c'est 30 ans. C'est 20 ou 30 C'est 30 ans. C'est 20 C'est 30 ans. Est-ce que vous trouvez ça franchement justifié 30 ans Est-ce qu'il faut pas remettre à vie la prison. Est-ce que parce qu'au bout de 30 ans il sortira le gars. Mais bon, il sera plus tout jeune hein. Et alors ? C'est parce que tu crois qu'il y a un âge pour violer ? Non, mais non. Je veux te dire, si tu violes à 20, à 30 ça fait 50. La vie elle est foutue. Hein. Je crois qu'il a quel âge ? On a dit 34 ans, c'est ça. À 64 ans, je suis désolé, il est encore. Ah mais sa vie elle est foutue. Non, je pense qu'il faudrait venir sur sur une petite castration chimique, voilà quoi. Tu te rappelles qu'on avait débattu avec ça pendant des mois quand on était encore à Bordeaux. On avait largement débattu de ça. Je me souviens des paroles de GG qui avait dit ça. Qui avait les mêmes paroles. Il a dit on ne tue pas des enfants. Les enfants. Voilà, une bonne castration chimique. Bon bah voilà, après ça enlève tout danger quoi. De toute façon. Hein, donc voilà. Pas de là aller non plus parce que bon on n'est pas non plus des barbares quoi, on est quand même civilisés. C'est sûr que ça pardonne pas le geste du meurtre. Bon voilà quoi. Et ce n'est pas tout parce qu'il y en a une troisième affaire. Une atteinte sexuelle sur une mineure de 11 ans. C'est une enquête pour viol qui a été finalement ouverte. Alors ça s'était passé à Pontoise. Voilà, c'était dans le Val d'Oise. Donc c'est une affaire qui a ravivé les débats sur le consentement sexuel des mineurs en France. On en fera un petit débat vite fait. Donc ça s'est passé en février, après la plainte pour viol des parents d'une fille de 11 ans ayant eu des relations sexuelles avec un homme de 28 ans. Estimant que la collégienne était consentante, le parquet avait dans un premier temps renvoyé l'homme devant le tribunal correctionnel pour atteinte sexuelle. Le tribunal s'était cependant déclaré incompétent au premier jour du procès, le 13 février dernier, et avait demandé une nouvelle enquête. Le parquet a par conséquent ouvert une information judiciaire pour viol sur mineur de 15 ans. Je ne sais pas pourquoi ils ont marqué viol sur mineur de 15 ans, parce qu'elle a moins de 15 ans, donc c'est bizarre, donc c'est moins de 15 ans, on est d'accord. Et c'est un fait qui est passible de combien de prison ? Viol sur un mineur de moins de 15 ans Et c'est là que vous allez tomber d'eau, c'est pas 30. C'est 20. C'est 20, oui. C'est 20 C'est 20 ans. Réclusion criminelle à 20 ans, oui. C'est affreux, hein.
Est requis le placement sous contrôle judiciaire de l'homme mis en cause. Donc ce dernier doit être présenté prochainement à un juge d'instruction chargé de mener des investigations supplémentaires. Les enquêteurs et le parquet avaient dans un premier temps considéré que la relation était consentie dès lors que la jeune fille n'avait opposé aucune résistance. Ça, on en débattra si ce que vous en pensez. Ce choix avait scandalisé des associations féministes et de protection de l'enfance. Donc le vif débat qui avait... donc ça, on va revenir là-dessus parce qu'ils ont refait... Le gouvernement a refait un débat sur la majorité sexuelle. Ça, on en débattra entre nous. Si, justement, on va le faire maintenant. Parce qu'il y avait un débat... à 13. Qui voulait faire... Il y avait quelqu'un qui voulait faire basculer à 13. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Déjà, je trouve que 15 c'est limite, alors 13, bon voilà. Est-ce qu'à 13 ans, on est sexuellement... Moi, j'estime que mon fils à 13 ans, il n'est pas sexuellement... voilà quoi. Je suis désolé. Et 15 ans ? 15 ans, je trouve que ça fait un peu limite aussi, mais bon, voilà quoi. Pourquoi, oui, c'est de la loi, Tu veux quoi, c'est 18 toi ? Non, mais par exemple, je sais pas, je dirais à la limite 16-17 quoi. Ça me paraît plus raisonnable. Toi, 15 ans, c'est pas encore assez mûr. Je pense, déjà pas assez mûr, mais surtout pas responsable. Voilà. Tu parles de responsabilité. À 15 ans, t'es pas responsable, voilà quoi. Alors, il y a eu un débat au gouvernement. Sur c'était pas 12 ans. Il voulait pas le passer à 12 ans. Non, c'est 13. Non, il voulait le passer à 13. Et le gouvernement a décidé de le maintenir à 15. Mais maintenant, est-ce que vous êtes d'accord sur la majorité sexuelle tu viens de répondre. Moi, comme je dis, 15, voilà, je trouve que c'est limite, quoi. Après, ça a toujours été... Enfin, c'est 15 ans depuis des années. Voilà, je trouve ça un peu limite, quoi. J'estime que, 15 ans, c'est facile, quoi. Je veux dire, demain, tu couches avec... t'as une relation avec un gamin de 15 ans, t'es tranquille, quoi. J'ai un sondage à ce sujet. Une forte majorité de Français soutiennent les principales mesures du projet de loi contre les violences sexuelles. Donc l'allongement du délai de prescription pour les viols sur mineurs, la pénalisation de harcèlement de rue et l'instauration de l'âge minimum de consentement sexuel à 15 ans recueillent respectivement 92,90 et 69% d'opinions favorables. 92%. Pour le viol sur mineur. Non, pour le viol sur mineur. Et pour le maintenir à 15 ans, c'est 69%. Dans le détail, 71% des personnes interrogées sont très favorables à l'allongement à 30 ans de réclusion criminelle. Parce qu'il y a un allongement qui est en cours, mais 30 ans, parce qu'on est actuellement à 20 ans, là, ils veulent l'allonger à 30 ans. Est-ce que pour vous, c'est suffisant ou est-ce qu'il faut le mettre à vie ? 30 ans... après, ça va c'est toujours pareil, tout va dépendre des circonstances. Tu peux pas punir une personne à vie... si les faits sont moins graves, on va dire, entre parenthèses, qu'une personne qui a fait pire, quoi. Je veux dire, moi, je connais un cas, d'une condamnation pour des faits identiques. Le gars, il a été condamné à moins qu'une autre personne, quoi. Alors, je viens de lire, c'est pas la prison. C'est 30 ans de prescription, de délai de prescription. Ils veulent l'allonger de 20 à 30 ans de délai de prescription. Ah oui, oui. Pourquoi pas ? Oui, mais au bout de 30 ans, pour le prouver, c'est chaud. Hein. Pourquoi pas, mais... un temps, déjà, aussi, c'est chaud, quoi. Ouais, c'est sûr. Si toi, tu te rappelles ce que t'as fait, ce que t'as subi il y a 20 ans en arrière, tu m'appelles. Faut le faire. Hein. Donc, sachant que 21% sont assez favorables, 5% sont assez opposés et 3% très opposés. Ça ne m'étonne pas, les 3% doivent être concernés, je pense. Cet allongement avait été recommandé début 2017 par une commission coprésidée par un magistrat et par l'animatrice Flavie Flamand, qui avait révélé avoir été violée dans son adolescence. Donc, conformément aux propositions d'un accord parlementaire sur le harcèlement de rue, le gouvernement a décidé de créer une infraction d'outrage sexiste pouvant être sanctionnée d'une amende de 4e classe allant de 90 à 750 € pour sanctionner les comportements déplacés. Pour la pénalisation de tels faits de harcèlement subis par les femmes dans l'espace public, que ce soit dans la rue ou dans les transports en commun, 53% des Français sont très favorables et 37% assez favorables. Et d'ailleurs, ça tombe très bien parce qu'on a fait un sujet il n'y a pas tant de temps, on va pouvoir remettre un petit peu au goût du jour. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé depuis le lancement hashtag Balance ton port ? Vous savez qu'est-ce que c'est devenu aujourd'hui ? Qu'est-ce que c'est devenu ? On n'en entend plus parler. Si, on en entend parler, mais bon, j'ai quelques petits... Ça a été condamné ? Non, tout va bien. Je rassure. Donc, le port se porte bien ? Le port se porte bien. Donc, le hashtag Balance ton port a été créé le 13 octobre 2017. C'est pour ça qu'on avait fait un débat en début de saison, qui a été, je rappelle, c'est sur Twitter.
ce hashtag. Donc près de 5 mois plus tard, la libération de la parole des femmes vantée à l'époque se poursuit-elle. Donc au fil des semaines, les débats sur l'égalité entre les femmes et les hommes, le harcèlement de rue ou encore les violences sexuelles ont envahi l'espace public en France. Donc parmi les conséquences, il y a la hausse du nombre de plaintes pour agression sexuelle. Ça me surprend pas par contre. Elles ont augmenté de 31,5% à la fin de l'année 2017, grâce à hashtag Balance ton port. Plusieurs personnalités publiques ont également été visées par des accusations de viol. Donc c'est le cas de Tariq Ramadan, actuellement mis en examen, ou encore du ministre Gérald Darmanin, sachant qu'il y a une plainte contre lui qui a été classée sans suite, et une autre aussi pour abus de faiblesse qui suit toujours son cours. Donc le mouvement hashtag Balance ton port a aussi longuement irrigué les colonnes débat des médias, et ainsi une tribune pour la liberté d'opportuner, signée notamment par Catherine Deneuve, a déclenché de nombreuses réactions. L'actrice a même fini par s'excuser auprès de toutes les victimes qui ont pu se sentir agressées par ce texte. Des féministes qui ont aussi répondu que dans une tribune publiée sur France Info est intitulée « Les porcs et leurs alliés ont raison de s'inquiéter ». Et 5 mois après son lancement, le mouvement et les débats qu'il suscite ne semblent pas près de s'arrêter. On a déjà fait un débat sur l'hashtag Balance ton port et ainsi que le site. On ne remet pas du tout en cause nous personnellement, parce qu'on a déjà fait ce débat, on ne remet absolument pas en cause les vraies victimes. Les victimes qui sont les victimes qui en sont victimes. Les victimes qui sont victimes. Oui. Les personnes qui sont victimes de harcèlement et de viol, on va pas remettre en cause leurs paroles. Moi, ce qui me perturbe dans ce cas, dans cette histoire, c'est que n'importe qui, n'importe quoi peut porter, ouais, c'est ça. On peut dire n'importe quoi, balancer n'importe quoi sous forme de, alors que c'est faux. Ouais, ça reste Internet, on reste sur les rumeurs, on reste sur la diffamation et tout ça. Moi, ce qui me dérange, c'est juste ça. Oui, c'est parce qu'il n'y a rien de vérifié, il n'y a rien de vérifiable, quoi. Donc, c'est ça. Voilà. C'est juste ça qui me dérange. Je ne remets absolument pas en cause les personnes qui sont victimes, hein, qui ont subi des viols. On n'a rien contre ça. Et toutes les victimes ont tout à fait raison de le dire en public, parce qu'il faut défendre cette cause et le but recherché, c'est que les personnes qui en sont victimes ne se taisent pas, parce qu'il y en a beaucoup qui sont victimes de viols et qui n'osent pas porter plainte. Là, le but de hashtag Balance ton port, c'est ça, dénoncer les viols et ne pas avoir peur, ne pas avoir honte d'avoir été victime et qu'il ne faut pas avoir peur de porter plainte pour viol. Ça, c'est le but recherché. En revanche, le côté négatif, c'est plus le côté n'importe qui, n'importe quoi peut raconter n'importe quoi sur n'importe qui sur Internet alors que c'est faux. C'est ça. Donc demain, je peux dire que tu m'as violé sur Balance ton port. Oui, bah oui. Voilà, non mais c'est con. Je peux mettre n'importe qui. Parce qu'il n'y a rien de vérifié et rien de vérifiable. C'est juste tout ça qui me dérange personnellement. Mais tout le reste, sinon, la cause, elle est bonne. Voilà, c'est ça qu'il faut dire. En tout cas, apparemment, c'est pas prêt de s'arrêter. Et puis, il y a encore des balances qui ont été créées. Il y a des hashtags balances. Il y a le balance ton port. Maintenant, je sais qu'il y a le balance ton antisémite qui a été. Je sais pas si tu l'as vu ça. Non, j'ai pas vu. Il y a le hashtag balance ton antisémite qui vient d'être créé. Je suis pas sur Twitter, donc. Donc voilà, je sais. Il y a des hashtags balance ton quelque chose qui se créent. Voilà, il y en a d'autres. Moi, je trouve ça bien, mais à la fois, attention, vérifiez bien les dires de chacun avant quoi que ce soit. Parce que c'est dangereux, je tiens à le dire. Voilà, ça c'est dit, ça c'est fait. Alors, est-ce que j'ai d'autres sujets sur les harcèlements et tout ça ? Non, c'est bon, on va pouvoir passer à l'étape suivante. Donc, on va continuer sur les guerres. Opération militaire en Syrie, par exemple. Alors là... Qu'est-ce qu'on a été foutre là-bas ? Alors, c'est ça. Il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions. Est-ce que la France avait... est-ce que Macron avait le droit d'appuyer sur le bouton ? Bah, je pense pas. Je pense que c'était franchement pas nécessaire. On va encore s'engager dans des guerres où on n'a rien à y foutre de toute façon. Voilà quoi. C'est encore nous pousser un peu plus sur une guerre mondiale quoi. Alors c'est une opération militaire qui a été menée contre la Syrie par les États-Unis, la France et le Royaume-Uni dans la nuit de vendredi 13 au samedi 14 avril. Et ces trois pays entendent punir le régime de Bachar el-Assad, qu'ils accusaient d'avoir mené une attaque à l'arme chimique contre les civils dans la Ghouta orientale. C'est une opération conjointe qui est en cours avec la France et le Royaume-Uni. Nous les remercions tous les deux, a déclaré Donald Trump. Oui, en sachant qu'en plus, le Royaume-Uni qui est sorti complètement de la zone euro, donc n'est plus, j'aurais tendance à dire, un allié, voilà quoi.
Alors, je vais vous expliquer qu'est-ce que les frappes de Syrie ont touché. Donc, l'intervention a visé des cibles multiples avec des types de munitions divers, qui a notamment, avec un responsable américain qui a notamment évoqué le recours à des missiles de croisière Tomahawk, quand même. Des frappes occidentales qui ont visé des centres de recherche scientifiques et plusieurs bases militaires et des locaux de la garde républicaine à Damas et ses environs, qui a pour sa part, c'est ce qu'a rapporté l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Et le chef du Pentagone, Trump, bien sûr, a déclaré que ces frappes des États-Unis et de leurs alliés ont plus lourdement frappé la Syrie que lors des tirs de missiles d'avril 2017 contre une base militaire syrienne. Quant à la ministre française des Armées, c'est Florence Parly, elle a affirmé samedi matin, alors le samedi matin, c'est pas ce samedi-là, c'est en avril, lors d'une conférence de presse, que les frappes ont visé le principal centre de recherche et 2 centres de production du programme clandestin chimique. Alors plusieurs fortes explosions ont été entendues dans la capitale syrienne Damas et survolées par des avions et ont constaté des correspondants à l'AFP et de Reuters. Et d'après l'Observatoire syrien des droits de l'homme, un centre de recherche scientifique de Damas ainsi que plusieurs bases armées, je répète mais c'est pas grave, font partie des cibles des frappes internationales. Donc, sachant que c'est la première vague de frappes qui a été terminée, mais il peut y en avoir d'autres à tout moment en cas de récidive. Pour toi, on ne fait qu'attiser le feu. Hein. Donc pour toi, Macron n'avait pas... il n'avait pas lieu de s'en mêler. Ah non, c'est clair qu'il n'avait pas lieu de s'en mêler. Parce que ça nous concerne pas, c'est une guerre qui est entre eux. Alors ce qui est remis en cause, c'est pas le fait qu'il a appuyé sur le bouton, ce qui a été remis en cause, j'ai bien lu et bien vu les histoires, c'est qu'il n'a pas consulté l'Assemblée nationale et ses ministres pour appuyer sur le bouton. Alors je rappelle qu'il est chef des armées, qu'on le veuille ou non, c'est le chef des armées quand même Macron, mais apparemment il y a la Constitution qui dit que pour avant d'appuyer sur le bouton, il faut consulter ses députés et tout ça pour... c'est un petit peu comme en Amérique. Avant que le président appuie sur le bouton, il consulte ses états-majors, quoi, je veux dire. Hein, donc, voilà, quoi. Là, il a usé de son autorité d'emploi, quoi, hein, je veux dire. Hein, donc, voilà, quoi. C'est juste ça qu'on peut lui reprocher. Mais sur le principe, non, t'es contre aussi. Il n'avait pas à se mêler de... Non, je pense qu'on n'avait pas à s'en mêler, quoi, je veux dire. Même avec tout ce qu'on a subi ? Même avec tout ce qu'on a subi récemment, il faut rappeler qu'il y a eu encore l'attaque de Carcassonne aussi. Hein, il faut pas l'oublier. Non, mais bien sûr. Après. Parce que c'est juste après que l'attaque de Carcassonne qu'il y a eu cette attaque, hein, donc en Syrie. Après, c'est sûr que voilà, c'est le fait de répondre de la violence par la violence, quoi. Je veux dire. Est-ce qu'on avait besoin d'envoyer 2 avions, quoi ? Il n'y en avait pas suffisamment déjà envoyés, quoi. En sachant que la coalition en avait déjà envoyé. Les Anglais en avaient envoyé, ça suffisait, quoi. Bon, que ça, là-dessus, quoi qu'il en soit, erreur de Macron totale. Oui, c'est pas parce que t'es le grand patron que, voilà, quoi. Que t'as tous les droits, tes états-majors, quoi. Je sais pas, ça me paraît logique. Parlant d'attaque terroriste, ça aussi c'est quelque chose qui nous a beaucoup marqué en mars dernier. C'est l'attaque terroriste à Carcassonne et Trèbes. Donc on va rappeler ce qui s'est passé. C'est un terroriste qui s'était retranché dans un supermarché de Trèbes dans l'Aude, où il a pris des clients en otage. C'est un homme qui est âgé de 25 ans, quelle tristesse, qui a tué 4 personnes avant d'être abattu par les forces de l'ordre. Donc 4 personnes ont été tuées et 16 autres ont été blessées, dont 2 grièvement, dans des attaques perpétrées dans l'Aude. C'est ce qu'a confirmé Macron. Le suspect abattu par les gendarmes est un franco-marocain de 25 ans. Il s'appelle Redouane Lakdim, qui est connu des services de renseignement. Encore une fois, la section antiterroriste du parquet de Paris est saisie de la fusillade et de la prise d'otage dans l'Aude, et le groupe État islamique a évidemment revendiqué les attaques. Donc en conférence de presse, le procureur François Molin a indiqué qu'une proche de l'assaillant venait d'être placée aussi en garde à vue. Le ministre Gérard Collomb qui a salué l'acte d'héroïsme. Alors ça par contre je sais qu'on a eu beaucoup de débats là-dessus, sur le côté héroïque, parce qu'il y en a beaucoup qui sont pas tellement d'accord avec ça. Par rapport au lieutenant-colonel de la gendarmerie qui s'est un petit peu limite sacrifié, quoi. Je crois qu'on je me rappelle plus si on avait parlé de ça, mais je crois que on ne donne pas sa vie pour une vie. C'est ça. Et il y a beaucoup de gendarmes qui le disent. Hein, donc, ouais. Voilà. Il y a beaucoup de gendarmes qui disent ça aussi. Même on n'y va pas pour sauver une vie. On donne pas sa vie pour une vie. On donne sa vie pour 10 vies, mais pas pour une vie. Voilà. D'accord. Donc pour toi, c'est pas héroïque pour sauver une vie. Non, pas du tout. Je trouve ça complètement suicidaire en plus. Donc, voilà. C'est beau, mais c'est beau. Hein, beau, non, j'appelle pas ça beau parce que. Enfin voilà quoi, je veux dire.
il y aurait eu 10, 15 personnes, pourquoi pas. Allez, tu négocies, t'y vas, et puis en avant Guingamp, quoi. Là, non, quoi. C'est terrible ce que tu dis, parce que imagine, tu donnes pas ta vie pour une vie, c'est ce que tu dis. Hein. T'as une personne, t'as ton ami qui est pas loin de tomber d'une falaise, tu fais quoi? Tu le laisses tomber? Mais là, c'est pas pareil. Ah bah c'est pareil. Ah non, c'est pas pareil. Tu peux la sauver. Là, c'est aller prendre une balle pour sauver une vie, quoi. Quelqu'un qui se noie. Bah j'y vais. Je sais nager, j'y vais. Mais je risque pas de mourir. Ouais, mais je sais nager. Mais là, le mec, même dans la mer, dans un océan, tu le ferais? Mais bien sûr. Et tu prends pas des risques? Bah, le risque, je le prends, mais je sais nager, donc voilà. Là, le mec, il y va sans armes. Il y va pour se porter donc otage à la place de l'otage, sans armes, sans rien. Ouais, bah c'est pas un acte de terrorisme, d'héroïsme, c'est du suicide, quoi. Tu sais très bien que le mec, il va t'en mettre une, quoi. Donc voilà. En plus, c'est con parce que c'est vrai qu'il le tue et derrière, il peut tuer aussi la victime. Mais voilà. Ouais. Donc c'est ça qui est con, en fait. C'est pour moi, c'est pas être héroïque, c'est d'être soit irresponsable, soit voilà. Parce que rien n'empêche au gars de flinguer le flic et juste derrière l'otage. Voilà, donc c'est pas être héroïque pour moi. Donc oui, c'est un truc pour rien. Voilà. Quoi. Et beaucoup de gendarmes le disent. Hein, eux, ils sont formés. Pour donner leur vie, mais pas pour sauver une vie. Voilà. D'accord. Rappelons aussi que le délinquant est connu, donc Redouane El Hakim a agi seul, c'est ce qu'a précisé le ministre de l'Intérieur. Donc je vous dis, 25 ans, il vivait à Carcassonne, qui était suivi par les renseignements depuis 2013. Il a fait un bref séjour en prison en 2016. Pour des faits de droit commun. Et l'homme était fiché S, évidemment. Alors, il était fiché même au FSPRT, donc c'est le fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste. Oui, c'est le mec qu'on laisse dehors, quoi. Oui, et ça aussi, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas. Voilà. D'ailleurs, le mec, il est fiché de partout, il est blacklisté comme c'est pas permis. Il est dehors, tout va bien. Non, mais c'est la fête du slip, quoi. C'est vive l'État français, quoi. Non, mais il y a un moment donné, il faut dire ce qui est. On nous a fait chier avec les fichiers S en disant ouais, il faut tous les ficher, il faut tous les parquer, il faut tous les machins. Mais ils sont tous en liberté, donc tout va bien. Et ils le savent. En plus, enfin, on le sait, quoi. L'État français le sait. Ils ont les signalements, mais on laisse faire. Alors rappelons que la première attaque, c'était contre un automobiliste à Carcassonne. L'auteur des attaques a d'abord braqué un automobiliste le vendredi matin à Carcassonne pour lui voler sa voiture. Il a ouvert le feu et le passager est malheureusement mort et le conducteur a été blessé. Il y a eu ensuite les CRS qui ont fait leur footing visé, et l'assaillant a ensuite tiré sur des CRS qui faisaient leur footing près de leur caserne, juste après à 10h40 le vendredi, blessant l'un d'entre eux. Le policier a 2 côtes cassées et un poumon perforé, et ce sont des hommes originaires de la CRS 53 de Marseille. Après, il y a eu une prise d'otage dans un supermarché à Trèbes. Ça, c'était à 11h, juste après, 20 minutes après. Le suspect s'est rendu à Trèbes, à 8 km de Carcassonne, et a fait irruption dans le supermarché Super U. Il a alors retenu plusieurs clients en otage. Certains ont réussi à fuir. Et au cours de cette prise d'otage, un lieutenant-colonel de gendarmerie est entré dans le magasin en échange de la libération d'un otage. Vers 14h45, les gendarmes du GIGN ont donné l'assaut. Le preneur d'otage a été abattu et les 2 hommes du GIGN ont été blessés, ainsi que le gendarme qui était retenu en otage. Voilà, tout simplement, voilà les faits. Et bien sûr, vous savez que le terroriste a été abattu. En tout cas, beaucoup de pertes pour si peu. C'est con, mais on sait que... faut rappeler un détail, c'est que vous savez qui est visé en France. Oui, bah oui. Je sais pas, ça fait 3 ans que ça dure. Oui, mais ça fait les plus visés. Ça fait 3 ans que ça dure, mais ça fait 3 ans qu'on connaît les... Enfin, on a parqué tous les terroristes ou les pseudo-terroristes. Mais on ne bouge pas, quoi. On ne fait rien. Moi, j'ai appris une chose, je sais pas si c'est faux, parce que j'ai entendu parler d'une histoire, c'est qu'apparemment les terroristes, enfin les futurs terroristes, les prétendants terroristes, ont sur eux des fichiers sur clé USB, et dans ces fichiers, ils ont une liste de policiers et de gendarmerie à abattre. Je sais pas si vous avez entendu parler de ça. En fait, la cible, c'est eux, c'est les policiers et les gendarmeries. En France, les terroristes ne visent pas en particulier on va dire la population. Ce qu'ils visent en premier, c'est la police et les gendarmeries. Alors je sais pas pourquoi.
Alors, est-ce que c'est pour affaiblir la France au niveau sécurité ? Je me demande si c'est pas en fait la stratégie des terroristes en affaiblissant la France au niveau sécurité militaire et policier. Et bien c'est comme ça qu'après ils peuvent après exploiter leur stratégie et mettre en place. On va dire, plus ils tuent les policiers et les militaires, plus ils peuvent s'implanter chez nous, quoi, en fait. Ouais, mais le problème, c'est que c'est que des civils qui... Ah non, là, c'est non, la plupart... Il y a eu des civils, parce qu'on parle de Nice, par exemple. Il y a Nice, ça restait des civils. Le coup du camion de oui, Nice. Oui, c'est ce que je viens de dire. Mais par contre, si vous regardez... après, on peut parler aussi du stade, on peut parler de l'hypercachère, etc. On peut parler de ça. Ça, c'est le tout premier. Mais ce qui est bizarre, c'est que, je sais pas si vous avez remarqué, c'est beaucoup les policiers et les gendarmes qui sont visés. Ouais, bah ouais. Oui, mais enfin voilà, moi là-dessus je démordrai pas. On a les noms, on a les noms, les prénoms, les lieux, etc. de tous ces mecs qui sont susceptibles de basculer. Parquons-les. Toi, c'est ça que tu reproches. C'est pas on les connaît, on a leur identité, on sait où ils sont, mais on les laisse tranquilles, quoi. Non. On les laisse en vie. Tu sais que les mecs, ça peut être des dangers à n'importe quel moment. Ils peuvent passer à l'acte à n'importe quel moment. Et c'est des personnes qu'on laisse tranquilles, quoi. Bah non, quoi. Et après, on s'étonne que, non. Bon, c'est un sujet à débattre. En tout cas, je suis d'accord avec toi, c'est pourquoi on les laisse en liberté. C'est ça. Ça, c'est tout à fait. Je pense que tout le monde se pose la même question, de toute façon. Pourquoi ils sont libres de mouvement et d'agir à tout moment contre la population. Du moment où t'es fiché, pour moi, t'es un danger pour la nation, donc t'as pas lieu de rester en liberté, quoi. C'est dommage qu'on n'ait pas encore les nouvelles technologies avec des puces, tout ce que vous voulez pour suivre tout Minority Report. Ah, ça aurait été génial, ça. Même Demolition Man. Ouais. Ça passe ce soir d'ailleurs. Ah, c'est chouette. Ce soir, la télé. C'est bien, t'as fait de la pub d'un coup. En parlant de prison, on va revenir un petit peu à autre chose. Sachez que les peines de prison supérieures à 1 an ne pourront plus être purgées à l'extérieur. Oui. Donc Emmanuel Macron veut revoir la place de la prison en France, et là tu vas me dire ce que tu en penses parce que t'es bien placé pour en parler. Donc en visite à l'école nationale d'administration pénitentiaire à Agen le mardi 6 mars dernier, Macron a dévoilé les contours de sa future refondation pénale. Donc premièrement, Emmanuel Macron a annoncé ces derniers mois vouloir qu'une peine de prison prononcée soit réellement exécutée. Parallèlement, il souhaite développer de manière massive les peines alternatives. Parmi les annonces fortes attendues, il pourrait écarter l'option de la prison pour les peines les plus courtes. C'est-à-dire les moins d'un mois. Le chef de l'État aussi devrait détailler sa promesse d'accroître les 15 000 places de prison et préciser les contours de son plan pénitentiaire. Ça, c'est ce qu'a annoncé mi-janvier. Car la surpopulation carcérale est de 120% en France, en moyenne en France. Et ça, c'était au 1er janvier 2018. Il y a 68 974 détenus dans 59 765 places actuellement. Ensuite, il y a eu aussi le problème des moyens. L'Observatoire international des prisons se montre sceptique avant les annonces du président. Le discours n'est pas clair et les budgets ne sont pas là. C'est ce qu'a dénoncé l'association qui est favorable au projet de l'Élysée à condition que les moyens soient mis en place. Moi, je voudrais te poser une question. Quand tu es condamné de 1 mois, prison, pas prison, ou juste liberté sous surveillance ? Non, pas prison. On n'a déjà pas de place dans les prisons. On va pas enfermer des mecs qui sont condamnés pour 1 mois, 2 mois, 3 mois. Voilà, c'est tout. Tu les mets sous bracelet à l'extérieur, terminares. À partir de combien il faut les mettre en prison ? À partir de combien ? Moi, je dirais au-delà d'un an, quoi. Je veux dire, à partir de 2 ans, à partir de 2 ans, tu peux envoyer, quoi. Même 1 an, le mec, tu le fous sous bracelet pendant 1 an, je vais te dire que chez lui, il va se tenir à carreau, quoi. Selon les délits. Bien sûr, ça reste des délits. Si tu passes à un meurtre, le mec, tu vas pas le laisser dehors. Déjà, le meurtre, c'est pas 1 an, déjà. Voilà, voilà. Mais le reste, voilà, quoi. Les petites peines, ça sert à rien, quoi. Pour vol, des trucs comme ça. Voilà, ça sert à rien de faire rentrer des mecs en tôle pour ça, quoi. Je veux dire, c'est... on a déjà une surpopulation de 120%, ça craint, quoi. 1 mois ferme pour possession de shit. Ouais. Bon, après, si c'est du recel, c'est autre chose. Le mec, il est primaire, donc il vient se chauffer et se faire choper. Il est primaire, il prend 1 mois. Le mec, c'est la première fois qu'il est, entre parenthèses, arrêté, incarcéré, tout ce qu'on veut. Tu le fous sur bracelet chez lui, c'est terminaris, avec une assignation à résidence, et puis on n'en parle plus.
Alors, assignation à résidence, ça veut dire qu'il peut pas bouger de chez lui, c'est ça? Voilà, c'est ça. Avec un bracelet, terminares, il a des heures je crois que c'est 2 heures de sortie le matin, 2 heures de sortie l'après-midi, et point barre, quoi, je veux dire. Voilà, assignation à résidence, un mois, il reste chez lui, tranquille, avec un bracelet, on en sous parle. surveillance, voilà, d'accord. Un bracelet électronique, PSE. Et est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on a le droit sous surveillance de mettre des caméras? Non, c'est uniquement par bracelet. Il y a que le bracelet Il y a que le bracelet, oui. D'accord. Donc voilà, déjà le bracelet est un bon système ça marche bien, le système. C'est fiable, il n'y a aucun problème. C'est fiable, moi je l'avais voulu, on me l'avait refusé. Bon voilà, je l'avais voulu justement pour être chez moi tranquille. Bon voilà, on me l'a refusé, mais voilà. Qu'est-ce qu'on appelle par liberté surveillée? C'est pas que le bracelet, ça. C'est quoi liberté surveillée? Alors après, tu as la surveillance, c'est-à-dire que faut que tu ailles pointer. Après, tu as les semi-libertés, c'est-à-dire tu rentres, tu sors la journée, tu rentres le soir. Voilà quoi. Ça, c'est fiable aussi? La semi-liberté, il y en a beaucoup qui la respectent, oui. Ouais. Oui, puisque tu rentres que le soir en détention, quoi, pour passer la nuit. Après, le reste de la journée, t'es libre, quoi. Donc, voilà, quoi. C'est ce qu'on appelle la semi-liberté. D'accord. Bon, après, au pire, il faut bâtir d'autres prisons, au pire. Oui, voilà, mais c'est toujours pareil. Bâtir d'autres prisons, c'est bien beau. On passe 90% du budget de la France dans l'éducation nationale. Je veux bien croire qu'on a besoin pour les écoles. Mais bon, faut équilibrer les budgets aussi, quoi. Donc voilà, on n'a pas de budget, on a une dette qui est colossale, on n'a pas les moyens, quoi. On n'a franchement pas les moyens. Donc faisons le tri dans les prisons. Même les mecs qui sont incarcérés depuis machin, quand il leur reste 6 mois, par exemple, à tirer, bah, foutons-les dehors avec un bracelet, quoi. C'est tout, quoi. Retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr. On ne choisit pas sa couleur de peau, encore moins les tourments hétéros. Qui sommes-nous pour juger ce qui est bien ou mal? Dit-on pas que chacun est égal? On ne choisit pas sa couleur de peau, encore moins les tourments hétéros. Qui sommes-nous pour juger ce qui est bien ou mal? Dit-on pas que chacun est égal? Voilà, c'est fini. À très bientôt.